Bon, comme je discutais à la fin de la dernière capsule, communiquer avec une personne qui fait de l'aphasie, c'est pas simple. Et puis, faut vraiment être attentif à la personne. Là, je sais pas si vous avez regardé les petites vidéos, mais clairement, le doc dans la première, le premier vidéo, était pas tant attentif à la madame, puis je trouvais qu'il la stressait un peu. Donc, ils nous disent, là, c'est des trucs relativement simples, essayer de réduire les stimulus dans l'environnement, essayer qu'il n'y ait pas trop de bruit, qu'il n'y ait pas trop de gens autour, que la lumière soit relativement bonne, pas trop intense, qu'il fasse pas chaud, qu'il fasse pas froid. Traiter le client en adulte, pas ma petite madame, mon petit monsieur, là, ça marche pas. Quand on leur parle, on essaie d'y aller tranquillement puis d'exprimer une pensée à la fois, surtout si on leur donne des directives, une directive à la fois pour qu'ils soient capables de processer l'information. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer, on va essayer de poser des questions où la réponse est relativement simple. S'ils sont capables de répondre par oui ou par non ou par juste un mot, ça va rendre la communication plus facile et moins stressante. Moins ils sont stressés, plus ils sont en mesure de communiquer. On essaie de laisser la personne parler, surtout si elle cherche ses mots on les laisse aller, on ne les interrompt pas pour essayer qu'ils soient en mesure d'exprimer tout ce qu'ils ont à dire. S'ils sont pas capables de parler, on peut utiliser les gestes, on peut leur demander de pointer des trucs. Il y a même des gens qui sont capables d'écrire, alors on va leur demander d'écrire. Il y a des gens qui c'est le contraire, ils sont capables de dire les choses, mais ils sont pas capables de les écrire. Essayez pas de faire semblant que vous comprenez ce que la personne a dit. Vous ne comprenez pas, dites-le. On le dit calmement, poliment. Je suis désolée, je sais que vous essayez de bien communiquer avec moi, mais je comprends pas ce que vous voulez. On va essayer autrement. Essayez de leur parler sur un ton qui est relativement neutre, qui est pas trop aigu, qui est pas trop bas, qui est calme et qui est rassurant. Avant de répéter une question ou de donner une nouvelle question, laissez le temps au patient de répondre. Favoriser les contacts physiques, le contact visuel aussi, c'est super important. Puis essayez d'organiser la journée pour que ce soit familier, que ce soit toujours les mêmes choses qui sont faites au même moment. Essayez pas de forcer la personne à communiquer, surtout si vous trouvez ou vous vous rendez compte que ça crée de l'anxiété chez la personne. Laissez tomber la communication, on passe à d'autres choses. Donc, dans d'autres manifestations neurologiques qu'il pourrait avoir, des déficits cognitifs, des déficits émotionnels. Les personnes qui ont fait des AVC, surtout au niveau frontal, c'est des gens qui vont parfois avoir un manque de, je vais appeler ça, ici ils disent de maîtrise de soi. Des gens qui vont dire des choses qu'ils n'auraient pas dit en temps ordinaire. C'est des gens qui vont avoir peu de... je cherche le mot puis je le trouve pas, mais bon, peu importe. Les familles de ces gens-là vont souvent vous dire mon père ou ma mère aurait jamais fait ça. Mon père ou ma mère aurait jamais dit un truc comme ça avant son AVC. C'est pas lui ça ou c'est pas elle ça. C'est des gens qui vont avoir tendance à se replier sur eux, qui vont être instables, ils vont être très heureux une minute, très malheureux, très triste la minute d'après. Qu'est-ce qu'on fait comme examen paraclinique? Là, on rentre dans le vif du sujet de l'AVC. Là, j'en ai mis 4. On va les voir, les 4, dans les capsules, mais celui qui est le plus important quand le patient vous arrive à l'urgence. Le patient y arrive au triage, soit en ambulance, soit avec un être cher, et vous avez fait le vite, le visage est affaissé, il n'est pas capable de dire une phrase simple, il n'est pas capable de tenir ses bras dans les airs. Rapidement, vous vous dites, cette personne-là est en train de faire un AVC. La première chose qu'on va vouloir, c'est un scan cérébral. Ce qu'on cherche, c'est est-ce que cette personne-là fait un AVC ischémique? Est-ce que c'est un caillot ou une thrombose en quelque part qui bloque la circulation ou le patient fait un AVC hémorragique? Il y a un anévrisme qui a éclaté, puis il y a un saignement au niveau du cerveau. L'idée, c'est de trouver rapidement la cause pour soigner de façon adéquate, parce qu'on peut pas donner les médicaments qu'on donne à un AVC thrombotique à quelqu'un qui fait un AVC hémorragique. Vous comprendrez que
on tuerait la personne et on n'ira pas percer dans le cerveau de quelqu'un si on n'est pas sûr qu'il y a du sang à aller drainer. Donc, l'idée, c'est de le faire rapidement pour savoir est-ce que c'est hémorragique ou est-ce que c'est ischémique. À partir du moment où la personne arrive à l'urgence, là, on essaie dans les protocoles de la majorité des hôpitaux au Québec 25 minutes maximum entre l'arrivée à l'urgence et le scan cérébral. Donc, vous comprendrez que quand le patient vous arrive à l'urgence, là, on n'y est pas avec le POC, mais on fait pas une évaluation complète. On a des signes et symptômes, on a le vite et positif. Le scan est déjà avisé. S'il y a quelqu'un, même je vais vous dire, là, s'il y a quelqu'un dans le scan, ils vont sortir la personne pour pouvoir rentrer l'autre qui est en train de faire un AVC pour qu'on ait le scan le plus rapidement possible. Puis je vous dirais, dans certains hôpitaux, le médecin va suivre avec le questionnaire pour la thrombolyse et le médicament de la thrombolyse et le débuter immédiatement. Donc, votre job à vous, c'est d'évaluer rapidement. Il y a des symptômes d'AVC, le scan est avisé, on s'en va au scan, installer une intraveineuse le plus rapidement possible parce que ce patient-là va recevoir, si c'est un AVC thrombotique, va recevoir de la thrombolyse et ce médicament-là est donné par voie intraveineuse. Donc, on parle de 25 minutes maximum pour avoir le scan. Alors là, je vous ai mis des photos de scan avec ce que ça pourrait avoir l'air un AVC. L'idée de, parce que là, je vous avais mis quatre examens paracliniques, si on retourne en arrière, le scan, l'IRM, l'angio puis l'écho. Alors, l'idée d'un IRM, ça va être fait un peu plus tard pour voir l'étendue des dommages suite à l'AVC. C'est pas quelque chose qu'on va faire rapidement, c'est quelque chose qu'on va faire plus tard, là, quand le patient est stable, qui a reçu sa thrombolyse, qui a reçu ses traitements si c'est un AVC hémorragique. On va faire une résonance magnétique pour voir comment gros sont les dommages. Alors ici, là, on les voit bien ici, les dommages. Dans le côté. C'est quand même assez étendu comme dommage, c'est pas rien. L'angiographie, c'est pour voir est-ce qu'il y a d'autres caillots ailleurs qui bloquent d'autres artères qu'on aurait peut-être besoin d'aller chercher. Il y a deux raisons pourquoi on va faire une angiographie. On a fait la thrombolyse, il y a encore des manifestations cliniques ou le patient n'est pas un candidat pour la thrombolyse parce que il a des problèmes d'hémorragie digestive, parce qu'il a déjà reçu une thrombolyse dans les années précédentes. On peut pas lui en redonner un autre, mais on veut quand même essayer de le soigner. On va faire une angiographie pour voir il est où le caillot. Est-ce que c'est un endroit qu'on pourrait aller chercher parce qu'il y a des moyens mécaniques, chirurgicaux, d'aller chercher un caillot via la circulation. Donc, si c'est là, je pourrais, je vous dirais là que c'est difficile à dire parce que on voit qu'il y a de la circulation partout. Si on avait bloqué ici, on ne verrait pas de colorant dans cette région-là. On saurait que le caillot il est à cet endroit-là, et puis là, le chirurgien, le neurochir, déciderait est-ce que c'est un endroit qu'on peut aller chercher le caillot ou pas. Ensuite de ça, les Dopplers de la carotide, c'est pour voir dans les artères carotides qui sont chaque côté du cou, est-ce qu'il y a une diminution du flux sanguin parce qu'il y aura des plaques d'athérome qui diminuent le flux sanguin. On sait depuis quelques années que la diminution de flux sanguin dans le cerveau augmente le risque de faire des AVC. Donc, un coup qu'on a soigné le patient, qui a reçu sa thrombolyse ou qui a fait ses traitements pour aller chercher le caillot, on va aller voir est-ce que ce patient-là a les carotides bloquées, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui se répare de façon chirurgicale. On va aller voir, est-ce qu'il y a un rétrécissement? Et si oui, est-ce qu'on peut le soigner? Donc, l'échographie, c'est un peu comme la même chose que l'échographie pour quand on est enceinte. Là. On va voir à l'écran ici si le flot de sang est aussi grand qu'il devrait être. Et je vous disais, c'est possible à ce moment-là, si le flot de sang est diminué, c'est possible d'aller enlever de façon chirurgicale. Là, on coupe, puis on va chercher la plaque d'athérome qu'il y a à l'intérieur et on referme la carotide. Et à ce moment-là, la circulation se fait bien. Je vais arrêter 30 secondes.
Bon, excusez-moi, j'étais obligée de répondre à ma porte. Alors, le traitement d'endartérectomie, c'est un beau mot sur Scrabble aussi. Je l'expliquais dans un peu, qu'on avance. Alors, ici, on a une petite diapositive sur l'accident cérébrovasculaire dans son ensemble. Comment on la prévient, j'en ai déjà parlé. Les médicaments qui viennent avec un AVC. Donc, ici, on parle d'antiplaquettaires en prévention, mais même quand on fait l'AVC, en même temps qu'on donne la thrombolyse, elle doit être un peu plus loin, la thrombolyse, est ici. En même temps qu'on donne la thrombolyse, on va donner des antiplaquettaires, on va le voir un petit peu plus loin. Les anticoagulants en prévention chez les patients qui font de la FA, je l'ai expliqué plus tôt, la fibrillation auriculaire a tendance à former des caillots qui se répandent dans la circulation. Donc, les patients qui font de la fibrillation auriculaire sont à très haut risque de développer des caillots et de faire un AVC. Dans les traitements chirurgicaux, on a parlé de l'ablation des plaques d'athérome au niveau des carotides, l'endartérectomie ou l'installation d'une endoprothèse. C'est quand je vous disais, si on fait l'angiographie, on va voir il est où le caillot, est-ce qu'on est capable d'aller le chercher, mais quand ils vont chercher le caillot, ils vont aussi poser ce qu'on appelle un stent, un peu comme le même principe qu'on mettrait sur les artères coronaires. Donc, c'est quelque chose qui est possible aussi. De l'angioplastie transluminale, les pontages intracrâniens, ça veut dire qu'on va directement à l'intérieur du crâne pour essayer d'enlever le caillot puis de réparer l'artère qui est mise en cause. Les interventions pour les anévrismes, on va voir des photos un petit peu plus loin qui vont vous montrer qu'est-ce que ça implique. La phase aiguë, ça c'est la phase que vous recevez le patient à l'urgence. Alors, votre patient y arrive à l'urgence, c'est quoi votre priorité à partir du moment où vous réalisez que votre patient est en train de faire un AVC? Bien, clairement, c'est de maintenir les voies respiratoires. Donc, l'ABC, là, hyper important. C'est au top notch, là. Tu veux pas que ton patient arrête de respirer. Lui installer une intraveineuse si vous êtes capable parce que il va s'en aller au scan, puis si on est en mesure de lui donner une thrombolyse, il faut avoir un accès veineux et de l'envoyer au scan, là c'est pas écrit ici, mais de l'envoyer au scan en dedans de 25 minutes pour être en mesure de décider est-ce que mon patient a fait un AVC ischémique ou un AVC hémorragique. Puis c'est ce scan-là qui va décider du traitement. Si c'est un AVC ischémique, on va donner de la thrombolyse si on peut. On pourrait peut-être aller chercher le caillot avec le dispositif Mercy, on va le voir dans la prochaine diapositive, ou si c'est un AVC hémorragique, on va peut-être drainer l'hématome qui est en train de se former sous-dural ou aller clamper l'anévrisme. Alors ici, c'est l'angioplastie. Tu sais, quand je vous disais, on va faire une angiographie pour voir il est où le caillot. Est-ce qu'on est en mesure d'aller le chercher? C'est avec ce dispositif-là. Là, ici, ils mettent en traitement préventif s'il y a une plaque d'athérome, mais ils peuvent faire la même chose avec un caillot. Alors, ils passent par je vais dire par les voies naturelles, mais ils passent par la circulation. Donc, je ne sais pas s'ils passent s'ils partent de la carotide ou ils partent de l'artère brachiale, mais il reste qu'ils passent dans la circulation, pareil comme ils iraient sur les coronaires pour aller enlever des plaques d'athérome au niveau des coronaires. C'est le même principe, puis ils laissent un stent. Et c'est le même principe s'ils vont chercher le caillot. Là, pour la thrombolyse, j'arrive trop proche de mon 15 minutes. On va arrêter le vidéo, puis on le repart pour les prochaines diapositives.